Bonjour les créateurs de liberté. Comment bien investir son argent sans risque? Vous avez peur que votre argent s'évapore comme de la fumée? Vous rêvez de le faire fructifier sans jouer à la roulette russe? Dans Comment bien investir son argent sans risque, je vous révèle les secrets pour sécuriser votre argent tout en le faisant grandir. Pas de jargon, pas de piège, juste des stratégies sûres et éprouvées pour dormir sur vos deux oreilles. Prêt à transformer votre épargne en allié et dire adieu au stress des mauvaises décisions financières? Vous êtes exactement là où il faut être. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun épisode, à laisser un petit pouce bleu pour soutenir cette création de contenu et à télécharger mon guide gratuit, les 8 secrets pour réussir votre premier investissement. Le lien est dans la description. Passons maintenant au secret pour bien investir son argent. La toute première chose à faire, qui est très importante, c'est de se constituer un fonds de sécurité. Avant même de penser à investir quoi que ce soit, vous devez avoir suffisamment d'argent de côté. Si vous avez des dettes, avant même de rembourser vos dettes, vous devez avoir de l'argent de côté. Parce que vouloir investir trop tôt, vouloir rembourser vos dettes trop tôt, sans avoir de fonds de sécurité, c'est vous mettre potentiellement en danger plus tard. Donc, aucun intérêt de vouloir aller trop vite pour se mettre en danger et devoir tout recommencer, perdre du temps. D'abord, ayez un fonds de sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est un fonds de sécurité? À quoi ça sert? Imaginez que votre voiture tombe en panne, que votre chaudière fasse grève ou que votre frigo fasse pipi. Si vous n'avez absolument rien de côté, vous allez devoir soit attendre d'avoir de l'argent, ce qui peut être embêtant dans le cas d'une chaudière en plein hiver par exemple, soit revendre certains actifs que vous avez achetés, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce qu'un actif doit se conserver sur le long terme. Et l'autre possibilité, ça va être de demander à vos proches de vous aider, d'ouvrir une cagnotte en ligne, voire de faire un crédit à la banque pour pouvoir payer ses frais. Toutes ces solutions que je viens de citer sont de mauvaises solutions parce que vous vous endettez ou vous revendez des actifs à un moment qui n'est pas le bon ou vous attendez pour pouvoir payer la réparation alors que vous avez besoin de votre radiateur pour vous chauffer ou de votre voiture pour aller au travail. Donc pour éviter d'être dans cette situation délicate, ayez un fonds de sécurité, ayez de l'argent de côté sur un livret d'épargne parce qu'on sait tous qu'un livret d'épargne ce n'est pas rentable, c'est pas ça qui va vous rendre riche, même au contraire, l'inflation étant plus élevée la majorité du temps que le rendement de ces livrets, vous allez même perdre un petit peu en pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas l'objectif de cet argent, ce n'est pas de vous enrichir, c'est d'être en sécurité. Donc ce n'est pas grave, même si vous perdez un peu en pouvoir d'achat. Et dans l'idéal, ce fonds ne devrait jamais être utilisé. Vous mettez cet argent sur un livret et vous l'oubliez, il n'existe plus. Le jour où vous en aurez besoin, il sera là et vous serez bien content d'y avoir pensé. Alors combien avoir sur ce fonds de sécurité? Il n'est pas nécessaire d'avoir une trop grosse somme parce que comme je viens de le dire, c'est de l'argent qui ne va pas fructifier et même pire, qui peut perdre de la valeur. Donc il ne faut pas avoir beaucoup, il faut avoir suffisamment pour résoudre la majorité des problèmes financiers que vous pourrez avoir dans votre vie et qu'on a tous à un moment donné dans notre vie. Ce qui est souvent conseillé, c'est de garder entre 3 et 6 mois de dépenses sur ce fonds. Je précise bien de dépenses parce que certains parlent de 3 à 6 mois sans trop préciser 3 à 6 mois de quoi. Ce n'est pas la même chose 3 à 6 mois de revenus et 3 à 6 mois de dépenses. Puisque si vous suivez mes conseils, si vous avez déjà regardé ma vidéo de la semaine dernière dont je remets le lien ici, j'ai fait également un article à ce sujet sur mon blog, s'enrichir-avec-pierre-elie.com. Vous allez normalement dépenser moins, voire beaucoup moins que ce que vous gagnez. Admettons que vous gagnez 2000 euros par mois, c'est votre salaire, mais que vous en dépensiez 1700, disons par exemple, ce qui fait que vous mettez environ 15% de vos revenus de côté. Eh bien, c'est 3 à 6 mois de ces 1700 qu'il faut compter, c'est 3 à 6 mois de dépenses et pas 3 à 6 mois de revenus. Donc ça fait pas tant que ça. Pourquoi 3 à 6 mois? Ça dépend de la sensibilité de chacun. Certains sont plus tolérants au risque que d'autres. Ceux qui sont pressés d'investir, ils vont plutôt aller vers 3 mois que vers 6 mois parce que ça leur permet d'investir plus vite. Ceux qui se sentent pas assez en sécurité avec 3 mois, ils vont plutôt mettre 6 mois pour être sûr d'avoir assez.
Moi, ce que je recommande personnellement, si vous êtes salarié, vous pouvez aller plutôt vers les 3 mois parce que vous avez des revenus qui sont réguliers et stables normalement. Donc 3 mois de dépenses, dans mon exemple précédent, 3 fois 1700, qui fait environ 5000 euros de côté, ça devrait suffire pour la plupart des problèmes que vous aurez du quotidien. Par contre, si vous êtes indépendant, chef d'entreprise, je conseille plutôt 6 mois, donc le double, environ 10 000 euros dans l'exemple précédent, parce que vos revenus sont plus fluctuants, moins stables par définition. Hein. Un indépendant peut avoir des revenus plus ou moins élevés en fonction de la saisonnalité, en fonction du marché, etc. Donc, en plus de devoir résoudre les problèmes, je dirais quasi quotidiens de panne ou d'électroménage à changer, il peut y avoir aussi les baisses de revenus à prendre en compte. Donc, je conseille d'avoir un peu plus pour cette raison-là. La deuxième étape, une fois que vous avez ce fonds de sécurité entre 3 et 6 mois de vos dépenses, vous êtes plutôt tranquille, vous pouvez investir le surplus. Parce que autant avoir votre fonds de sécurité sur un livret bancaire est important pour pouvoir y accéder rapidement et instantanément. Si je veux aller récupérer 1000 euros sur mon livret A, ben je peux le faire dans la journée, enfin, immédiatement. Autant cet argent perd de la valeur, donc il ne faut pas en avoir trop non plus. Donc tout ce qui dépasse votre fonds de sécurité devrait être investi et investi à des taux bien plus intéressants que les livrets, que le livret A ou que... Si on regarde sur les 20 dernières années, les livrets ont en moyenne offert un rendement de 1,7% par an. Quand les actions sont plutôt entre 6 et 12% en fonction de ce qu'on prend comme action. Si on regarde les actions françaises, par exemple, les 40 plus grandes entreprises françaises, qui sont regroupées au sein d'un indice qui s'appelle le CAC 40, il a progressé de 6,7% en moyenne sur les 20 dernières années. Déjà beaucoup mieux que le livret. Mais il y a mieux, les actions américaines, par exemple, le S&P 500, qui est les 503 plus grandes entreprises américaines, a, sur les 20 dernières années, progressé en moyenne de 9,7% par an. Alors, le plus gros rendement n'est pas forcément le meilleur. Attention, hein, c'est pas parce que vous trouvez des rendements à 15% par an qu'il faut absolument aller là-dessus. Déjà parce que c'est pas parce que dans le passé, ça a fait 15% par an que ça le fera dans le futur. Dans mon exemple, c'est pas parce que les actions américaines ont mieux performé que les actions françaises sur les 20 dernières années que ça sera pareil sur les 20 prochaines. Et en plus, parce que souvent, une augmentation du rendement correspond aussi à une augmentation du risque. Vous investissez dans la start-up du coin, vous pouvez facilement obtenir des 20% de rendement annuel. Mais potentiellement, vous pouvez ne jamais retrouver votre argent. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est allier la sécurité au rendement. Les actions américaines en sont un très bon exemple et c'est pour ça, moi, personnellement, je privilégie les actions américaines. Ce n'est pas un conseil financier, je ne suis pas conseiller financier, hein. Vous devez faire vos propres choix, mais moi, j'ai choisi ça parce que, historiquement, là, je vous ai parlé des 20 dernières années, mais en fait, depuis que le S&P 500 existe, en fait, depuis toujours, ça a surperformé le CAC 40. Donc, il y a de fortes chances que ça continue encore les quelques prochaines années. On verra après, je serai toujours à même de changer de fusil d'épaule, mais pour les prochaines années, il y a de fortes chances, j'en suis convaincu, que les actions américaines vont mieux performer que les actions françaises ou européennes ou même les actions monde. Il existe des packages d'actions monde qui offrent une meilleure diversification, donc certaines préfèrent, mais on est plus sur du 8% que sur du 10%. Donc c'est un peu moins performant. Quand on est en phase de constitution de capital, il vaut mieux prendre le plus performant tout en restant dans la sécurité. J'en viens à ce deuxième point, la sécurité. Les actions américaines sont pour moi suffisamment sécuritaires pour pouvoir y investir de l'argent dessus, parce que c'est diversifié sur tous les secteurs existants. Il y a de l'agroalimentaire, il y a du pharmaceutique, il y a du bancaire, il y a de nouvelles technologies, il y a du transport, il y a de l'énergie, de la matière première, bon, il y a tous les secteurs. C'est diversifié sur 500 entreprises, les 500 plus grosses américaines, qui font donc partie des plus grosses mondiales, hein, puisque les plus grosses entreprises américaines, en fait, c'est aussi les plus grosses entreprises mondiales, à quelque chose près. Donc, c'est quand même sécurisé. Et en plus, alors moi, souvent, quand je dis ça, on me dit, oui, mais tu n'es que sur le continent américain, que en dollars, que sur un seul pays même. Et c'est vrai. Mais, en fait, ce sont quasiment que des entreprises qui vendent dans le monde entier. Dans le S&P 500, il y a Coca-Cola, il y a McDonald's, il y a Apple, il y a Microsoft, Google,
Bon, vous voyez la Meta, enfin Facebook, quoi. Vous voyez, je viens de citer que des actions les plus connues. C'est bien des actions qui sont présentes dans le monde entier, à part en Chine peut-être. Donc en fait, on est diversifié sur plusieurs monnaies, pas seulement sur le dollar, parce que ces entreprises gagnent des revenus sur tous les continents, dans presque tous les pays, dans presque toutes les monnaies. Ensuite, ce que je conseille aussi, c'est de diversifier avec de l'immobilier physique, puisque dans les actions du S&P 500, en fait, on a de l'immobilier, on a des entreprises qui travaillent dans l'immobilier. Mais je vous conseille d'avoir, vous, des biens immobiliers à votre nom propre, en plus, ou en société, ou via une société, mais en tout cas des biens immobiliers qui vous appartiennent. Et en principe, si vous me regardez, c'est que vous êtes français, ou belge, ou suisse, ou il y a de fortes chances que vous soyez en Europe. Peut-être au Canada. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes en dehors de l'Europe, mais la plupart d'entre vous sont en Europe, voire même en France. Donc vous aurez des biens immobiliers en Europe et des actions en Amérique, ce qui diversifie déjà sur 2 continents. En plus du fait que les entreprises américaines vendent déjà sur tous les continents. La troisième étape, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est de bien choisir les supports d'investissement, puisque on va investir notre argent supplémentaire, en plus de notre fonds de sécurité, sur des actions, puis sur de l'immobilier, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ces actions, comment on les achète, comment on les détient, c'est très simple. Déjà, donc j'en ai un petit peu parlé, je conseille de passer par un fonds, un panier d'actions, qu'on appelle un tracker ou un ETF. Ce sont des paniers d'actions, en fait, il y a plusieurs actions de plusieurs entreprises qui reproduisent un indice. Donc, soit le CAC 40 pour les actions françaises, soit le S&P 500 pour les actions américaines, un ETF monde pour les actions du monde entier. Il existe des actions qui représentent les plus grosses entreprises européennes, par exemple. Il existe des ETF pour les actions japonaises, chinoises, ce que vous voulez. Des ETF émergents qui prennent plusieurs actions de plusieurs pays émergents, etc. Il existe même des ETF uniquement pour un secteur d'activité. Moi, ce que je conseille, c'est donc de prendre un ETF plutôt que des actions individuelles de société. Parce qu'un ETF, en fait, ça prend automatiquement toutes les actions d'un marché. Donc vous choisissez votre marché, moi c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, ça peut être autre chose pour vous, mais en tout cas une fois que vous avez choisi votre marché, plutôt que d'acheter chaque action individuelle, prenez le panier d'un coup. Parce que ça vous permet de limiter les frais, de ne pas avoir de gestion active, de savoir de rééquilibrer en fonction de l'action qui a le plus performé, moins performé. En fait, vous avez un gestionnaire qui le fait pour vous dans les ETF. C'est plus simple et c'est moins cher. Donc, comme le but c'est de faire du rendement sur votre argent, moins vous payez de frais, plus vous ferez du rendement. Et ensuite, cet ETF, comment on l'achète? Donc là, vous avez plusieurs enveloppes possibles. En France, il y a le PEA, le PEA PME, le compte titre et l'assurance vie. Donc tous ces 4 supports dont je viens de parler, vous pouvez les ouvrir sur n'importe quel courtier en ligne. Il y en a plein qui existent, vous pourrez faire vos recherches, il y a Fortuneo, Bourse Direct, Boursorama, Boursobank, il y en a plusieurs qui sont français, il y en a certains qui sont européens. Vous ouvrez tous ces comptes dans un des courtiers en ligne, celui que vous aurez choisi, et je conseille, même si vous n'investissez pas sur chaque, de tous les ouvrir dès le début. Parce que en France, il y a des dispositifs fiscaux incitants en fonction de la durée de détention. Et donc il y a plusieurs, la plus intéressante enveloppe fiscale, c'est le PEA, qui est le plan épargne en action, parce que en fait c'est non fiscalisé. Si vous détenez votre PEA depuis plus de 5 ans, les plus-values au moment où vous allez retirer votre argent ne sont soumis qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%. Vous n'êtes pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Vous payez juste les 17,2% sur les plus-values, ce qui reste plutôt faible comme imposition. Il faut le détenir plus de 5 ans, mais de toute façon, le conseil que je vous donne, c'est de détenir des actifs sur une durée la plus longue possible. Donc 5 ans, c'est même presque pas suffisant, quoi. Il faut les détenir plutôt sur 10, 20 ou 30 ans. Et il y a également l'assurance vie que je conseille, qui apporte d'autres avantages par rapport au PEA. Au mieux commencer l'assurance vie quand le PEA est rempli. Et ça laisse de la marge parce que vous pouvez verser jusqu'à 150 000 euros sur votre PEA. Mais au bout d'un certain moment, vous les aurez atteints. Et là, vous pouvez commencer à aller sur l'assurance vie, qui est un peu moins intéressante que le PEA au niveau fiscal, mais qui a des avantages très intéressants au niveau de la transmission. Je vous laisserai faire vos propres recherches là-dessus, puisque je ne suis ni comptable, ni fiscaliste, ni quoi que ce soit. Mais retenez bien ça, le PEA, qui est exonéré d'impôts après 5 ans, et l'assurance vie, qui permet de payer un peu moins d'impôts par rapport à un compte titre, mais surtout qui permet de transmettre jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire
gratuitement, sans impôt sur les successions. Ça, c'est très intéressant quand on veut préparer sa future succession. Le quatrième et dernier conseil, parce que cette vidéo commence à être un petit peu longue, c'est de commencer dès maintenant. Là, après la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez ma vidéo si vous l'avez trouvée géniale, et hop, juste après, vous allez sur Bourse Direct ou Fortunéo ou celui que vous voulez, et vous ouvrez un PEA au minimum. Je vous conseille d'ouvrir les autres aussi. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous investissez régulièrement. Tous les mois, c'est l'idéal. Si vous êtes dans l'exemple que j'ai cité en début de vidéo, que vous gagnez 2000 € par mois, que vous mettez 300 € de côté chaque mois sur ces 2000 €, vous pouvez tous les mois acheter pour 300 € d'actions. Si vous mettez un peu moins de côté, il peut être plus intéressant de n'investir que trimestriellement. Par exemple, si vous mettez 50 € par mois, plutôt que de mettre 50 € et de payer les frais sur 50 €, vous attendez 3 mois et vous mettez 150 € d'un coup. La plupart du temps, vous payerez les mêmes frais sur 150 € que sur 50, donc autant attendre un petit peu. Je vous conseille enfin, dernière chose, de n'acheter que des ETF qui réinvestissent les dividendes. Parce qu'en fait, vu que vous achetez des actions d'entreprise, vous pouvez potentiellement avoir une certaine plus-value sur vos actions, mais vous allez également toucher des dividendes régulièrement, en fonction des entreprises, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, mais vous allez toucher des dividendes. Si vous achetez des ETF qui ne réinvestissent pas les dividendes, on appelle ça des ETF distribuants, on les trouve parce qu'il y a marqué dist dans le nom ou distributing, vous allez récupérer ces dividendes et donc payer de l'impôt dessus. Alors que si vous achetez des ETF accumulatifs, on appelle ça des ETF, ils sont notés avec la lettre A ou ACC ou accumulating, ces ETF-là, automatiquement, dès que vous touchez des dividendes, rachètent des actions avec, sans que ça rentre dans votre poche. Donc vous ne payez pas d'impôt dessus. Vous réinvestissez automatiquement vos gains sans payer d'impôt. Ça, c'est important dans le cas où vous ne souhaitez pas vivre de vos dividendes, mais où vous souhaitez faire grossir le capital. Une fois que vous avez un certain capital, vous pourrez changer, prendre des ETF distribuants pour toucher les dividendes tous les trimestres et vivre avec ça. Et tant que vous n'avez pas une somme suffisante, 500 000 ou 1 million, donc il y a un peu de marge, il vaut mieux réinvestir automatiquement les dividendes. C'est le dernier conseil que je vous donnerai aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un petit commentaire, vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient selon vous être intéressées par ce sujet. Normalement, je pense que tout le monde devrait s'y intéresser, mais certains n'ont pas encore compris l'intérêt de s'intéresser aux finances. Et vous pouvez également télécharger mon cadeau que je vous donne, dont le lien est dans la description, mais également dans le premier commentaire. Vous avez un lien vers mon guide 8 astuces pour réussir votre premier investissement. Allez-y, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien et c'est offert. Je vous dis à dimanche prochain, ciao.